Bonjour à tous. Zeuxis fut sûrement l'un des plus talentueux peintres grecs de l'Antiquité. Ses œuvres étaient connues pour leur grand réalisme. Un jour, le peintre Parrhasius voulut faire un concours avec Zeuxis, afin de savoir lequel des deux était le meilleur. Zeuxis arriva le premier, sûr de lui. Il souleva le rideau qui cachait son œuvre, et on découvrit une coupe de fruits avec poires et raisins. Ces derniers étaient peints avec tant de réalisme que des oiseaux vinrent les becqueter. Tout le monde acclama Zeuxis. C'est alors que Parrhasius se présenta. Chacun se tourna vers le mur et attendit. Parrhasius restait au milieu de la foule. Zeuxis et la foule commencèrent à s'impatienter. « Allons, regardons. Il faut que Parrhasius soulève le rideau. »« Je n'ai rien à faire, répliqua Parrhasius. Vous regardez déjà l'œuvre. » Parrhasius avait peint un rideau avec tant de réalisme que tout le monde fut trompé, y compris Zeuxis. Ce dernier s'avoua vaincu, car lui n'avait trompé que des oiseaux, alors que Parrhasius avait trompé un artiste. Voilà cette petite histoire pour vous introduire la chronique d'aujourd'hui, l'art de l'illusion. Depuis que l'art existe, des artistes ont eu le projet de dépasser la nature, de tromper l'œil et l'esprit du public. D'abord, quel moyen le peintre peut-il utiliser pour vous tromper, pour rendre les peintures plus vraies que nature? Ça va vous paraître simple, mais c'est en premier lieu les jeux de clair-obscur, de lumière, et l'utilisation de la perspective géométrique. Ensuite, la question de la finesse de la touche, du coup de pinceau n'est pas à écarter. On dit que les jeux de lumière, de clair-obscur, furent inventés par Zeuxis, donc en Grèce durant l'Antiquité. Pour faire simple, cette technique consiste en la mise en relief des volumes, par des moyens de gradation de couleurs sombres ou de couleurs claires. On joue sur le contraste clair-obscur que produit la lumière. Concernant la perspective géométrique, c'est l'art de donner de la profondeur à une surface plane. Pour l'artiste, c'est une question de point de vue du spectateur. En face des yeux du spectateur, on va faire un point de fuite, ce sera le centre de la perspective. De ce point de fuite, on va faire une ligne d'horizon. Et enfin, on va faire des lignes de fuite. Celles-ci se réuniront toutes au niveau du point de fuite. Et à partir de cela, on peut poser des personnages, des bâtiments, puis faire diminuer ou amplifier leurs proportions en fonction de leur proximité avec le point de fuite. Les jeux de clair-obscur et la perspective géométrique furent largement utilisés durant l'Antiquité, puis oubliés durant le Moyen-Âge, où le réalisme était vraiment le cadet de leurs soucis. En effet, pour les artistes médiévaux, primait la spiritualité des œuvres. Il faut attendre la Renaissance italienne, au XVe siècle, pour redécouvrir ces deux principes. Par exemple, le clair-obscur qui fut poussé à son paroxysme par le peintre italien dit le Caravage. Le Caravage était connu pour ses jeux de lumière très contrastés, ce qui a pour effet de donner à l'ambiance de ses œuvres une note très dramatique. Bref, je m'éloigne. À ces pratiques, il faut joindre une grande finesse au pinceau, comme la touche minutieuse et raffinée qu'on retrouve chez les peintres flamands du XVIIe siècle. Un bon exemple est Van Hoogstraten et son trompe-l'œil, qui est d'un réalisme très poussé. D'ailleurs, on a pu constater qu'il y eut un moment d'engouement pour la peinture en trompe-l'œil dans les Flandres durant le XVIIe siècle. Mais entre le XVIIe siècle et à nos jours, il y eut l'invention de la photographie au XIXe siècle. Et là, il y eut comme un désenchantement dans le monde de la peinture. À quoi bon s'acharner à passer plusieurs jours à faire une peinture réaliste si une photo peut le faire en moins d'une minute? Il est intéressant de constater que c'est après l'invention de la photographie que les artistes ont expérimenté de nouvelles manières de peindre. On aura juste dans les années 50-60 l'émergence du courant hyper-réaliste, qui vise à égaler en réalisme la photographie, et le résultat est juste bluffant. Aujourd'hui on peut encore croiser le trompe-l'œil, par exemple ces artistes de rue qui font des précipices factices à même le sol. Cependant les artistes ne se sont pas juste donnés pour but de faire des œuvres plus vraies que nature, mais aussi de faire des œuvres qui vous embrouilleront l'esprit. Bon, pour être franc, je ne vais pas vous expliquer comment ça marche, tout simplement parce que je ne connais pas très bien ces effets psychocognitifs. Alors je vais juste vous montrer des œuvres utilisant des illusions d'optique. Vous devez sûrement avoir vu les œuvres du peintre Arcimboldo, du XVIe siècle. Celui-ci utilisa l'effet de pareidolie. C'est la prédisposition psychologique qui fait que l'on peut voir des visages dans à peu près tout et n'importe quoi. Ici, des amoncellements de fruits et de légumes. Sinon, on a Hogarth qui joue pas mal avec des paradoxes visuels. Par exemple cette gravure. Au moins, il montre l'importance de la perspective dans le monde. Mais c'est véritablement au XXe siècle que les artistes jouent avec les illusions d'optique, à commencer par l'art cinétique et l'anémique cinéma de Marcel Duchamp, qui mêle effet optique et jeu de mots. D'ailleurs, rien que le titre est un jeu de mots par effet miroir. L'art cinétique en général regroupe des œuvres qui ont pour particularité d'être en mouvement. On a aussi le surréalisme qui joue beaucoup avec les effets optiques. Je peux prendre pour exemple le Blanc-Seing de René Magritte, où une femme à cheval et des arbres se superposent de manière incohérente. Je peux vous parler aussi de Gaïa contemplant la mer Méditerranée de Salvador Dali. Si on se rapproche, on voit une femme nue devant une fenêtre. Et si on s'éloigne beaucoup, on reconnaît alors le portrait d'Abraham Lincoln. Vaguement bien sûr. Pour cette toile, Dali se serait inspiré d'une revue scientifique qui parlait du nombre minimum de pixels requis pour reconnaître une figure humaine. Pour finir, il y a le mouvement Op Art, art optique en abrégé. Les artistes de ce mouvement des années 60 produisent des œuvres qui déstabilisent nos perceptions visuelles pour donner l'illusion du mouvement. En cela, il se rapproche de l'art cinétique. L'Op Art a pour figure principale l'artiste hongrois Victor Vasarhelyi, avec des œuvres comme Marsan. Et ce sera tout pour aujourd'hui, j'espère que ce sujet vous aura plu.
Vous pouvez commenter, partager, liker la vidéo et même vous abonner à la chaîne. Sur ce, je vous dis à bientôt.